sensibilité et l'intelligence de chaque personnalité, ouvrant sur des horizons où l'autre est très présent, qui s'adonne lui aussi à la lecture, ou qui soit en un temps de pause. Car la lecture est une activité potentielle autant que réelle. Et de cela, nous pouvons déduire que la lecture est la source de rencontres insoupçonnées. La lecture publique, c'est aussi la bibliothèque publique. Il existe un lieu qui accueille par excellence cette promesse d'existence, un lieu qui permet de découvrir par soi-même et d'être en proximité des autres, sans que cette proximité confine à la promiscuité, c'est la bibliothèque publique. On s'appelle évidemment maintenant, aujourd'hui, la médiathèque. Et on emploie, comme vous le savez, le terme l'un pour l'autre. Dans cette médiathèque, il y a des lecteurs, des auditeurs, des visionneurs, des personnes qui parcourent en tous sens l'espace ou qui s'installent paisiblement dans des positions confortables ou inconfortables. Dans la médiathèque, il y a aussi des bibliothécaires. Qui sont les bibliothécaires? Des gens qui veulent du bien aux citoyens. Je vais développer cela. Mais auparavant, permettez-moi de faire un pas de côté pour évoquer un homme qui est un poète et un bibliothécaire, un grand lecteur est un parfait auditeur, j'allais dire écouteur, un voyant et un aveugle. Il s'agit évidemment, vous l'avez deviné, de José Luis Borges. Borges écrit un beau texte intitulé « La bibliothèque totale » en 1939, qu'il termine de la façon suivante. L'une des habitudes de l'esprit est d'inventer des imaginations horribles. Il a inventé l'enfer, il a inventé la prédestination à l'enfer, il a imaginé les idées platoniciennes, la chimère, la sphinge, les anormaux nombres transphiniques dans lesquels la partie n'est pas moins abondante que le tout, les masques, les miroirs, les opéras, la tératologique trinité, le Père, le Fils et le spectre insoluble, articulés en un seul organisme. J'ai tenté, moi, de sauver de l'oubli une horreur subalterne, la vaste bibliothèque contradictoire dont les déserts verticaux de livres courent le risque incessant de se changer en d'autres et qui affirment tout, nie tout et confondent tout comme une divinité qui délire. Voici donc le lieu organisé par le bibliothécaire où sont invités les citoyens, un lieu où le lire et le délire sont promesses de vie et de vivre ensemble, un lieu où les hommes et les femmes de la cité construisent leur vie, un lieu qui est perçu maintenant comme le troisième lieu, le premier étant le foyer, la maison, et le second, l'espace où l'on travaille. Alors qu'est-ce que la médiathèque troisième lieu? La médiathèque troisième lieu, c'est un espace neutre et vivant, vaste et lumineux, agréable, où les habitués aiment se retrouver, même s'ils ne sont pas forcément familiers les uns des autres, appréciant de se croiser en toute cordialité. Elle offre une ambiance comme à la maison, où le sentiment d'appartenir à la communauté des usagers traduit des émotions positives. Elle témoigne d'un œcuménisme social, brassant les individus de toutes conditions et de toute culture, en un mouvement permanent, où chaque personne est également respectée dans sa liberté d'agir et de s'exprimer, à son rythme et dans sa sensibilité originale. Et puis la bibliothèque est un cadre propice au débat démocratique, tant il est vrai que le goût d'acquérir des connaissances dans les domaines les plus variés permet de construire sa personnalité, que les échanges d'opinions favorisent l'émergence des idées et que celles-ci, installées dans le paysage sociétal, contribuent à façonner du droit. En quelques décennies, en effet, les bibliothèques sont devenues de véritables lieux de vie, à vocation multiple, où la transmission des connaissances, l'élaboration des savoirs, la passion de l'étude côtoient les modes d'expression artistique, les formes de divertissement et les temps de détente. Les collections se mêlent aux espaces multimédia, les ateliers prolongent les aires d'exposition, les salles de réunion jouxtent les salles de conférence ou les auditoriums. Et l'installation, ça et là, de coins restauration contribue tout naturellement au bien-être des citoyens. Soulignant cette offre complète de services que sont devenues les bibliothèques, Mathilde Servet, qui est aussi bibliothécaire,
note avec justesse que leur climat alors je la cite, leur climat de convivialité associé à leur caractère public leur confère même une place unique à l'échelle de la ville. Cette refondation de la bibliothèque publique, de la lecture publique, comme troisième lieu, les bibliothécaires y contribuent puissamment. Non seulement ils aménagent des espaces pour accueillir les citoyens en quête de services, mais ils offrent des conditions de formation, ils accompagnent les personnes vers des acquisitions personnelles et des développements de capacités qui permettent aux usagers de la médiathèque de circuler dans le maquis des ressources disponibles pour devenir véritablement des acteurs de projets singuliers. C'est ainsi que chacun peut réellement être en situation de pouvoir bénéficier sans condition et sur un pied d'égalité à tout le potentiel de ce service public d'intérêt général. En un mot, nous pouvons souligner ceci: les missions des bibliothécaires dans leur rencontre avec les publics permettent de forger des biens communs de l'humanité. Ce n'est pas rien, et c'est presque tout. Le dernier mot, mon dernier mot presque. En guise d'ouverture au débat, je terminerai ce propos liminaire, déjà un peu long, par cet extrait de la nouvelle de l'écrivain Maurice Blanchot qui s'intitule « Le dernier mot ». Court dialogue entre une femme et un homme. C'est la femme qui parle. Connaissez-vous la nouvelle ? Il n'y a plus de bibliothèque. Chacun désormais lira à sa guise. L'homme, je voudrais vous tuer, lui dis-je, en la saisissant par le bras. Dans cet échange entre une femme et un homme, nous voyons bien que la bibliothèque a à voir avec la vie et la mort. Être bibliothécaire, c'est être obsédé, mais les bibliothécaires ne le savent pas, il faut être retraité pour l'avoir observé, par le dernier mot. Non pas avoir le dernier mot, mais vivre dans l'inquiétude, sinon la crainte pour certains, que le dernier mot sera lié à l'absence de vie, à la mort. Et c'est vrai qu'il existe une histoire du dernier mot, celui qui fait épitaphe sur les stèles ou les cénotaphes. Mais Maurice Blanchot nous rassure tout de suite quelques pages plus loin, en disant ceci, je le cite, « Le dernier mot ne peut être un mot, ni l'absence de mots, ni autre chose qu'un mot. Pour le plus grand bonheur des citoyens lecteurs, qui savent bien, eux, que la bibliothèque est impérissable, toute horreur subalterne qu'elle soit, puisque chacun puise ses ressources dans la lecture et son environnement, seuls espaces où, je cite Alberto Manguel, le cauchemar d'un présent perpétuel peut être contenu. Alors la lecture, à quoi bon ? À rendre les personnes plus humaines et plus citoyennes, à inscrire leur action dans la beauté et leur pensée dans une perspective paisible. Je vous remercie. J'ai un peu du mal à... Vraiment, merci beaucoup d'avoir pu saisir, parce que bon, quand on en a parlé, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait, de ce que je lui avais dit. Je voulais qu'on parle du livre, de la lecture, des bibliothèques dans la cité, tout en étant assez confiante sur les résultats, mais ça dépasse un peu mes espérances, parce que c'est vrai que c'était le moment jamais, pendant les 30 ans, que ça soit au cœur de nos réflexions. Et ça me touche beaucoup, tout ce que tu as dit, et je trouve ça très fort. Bon, ça fait du bien d'entendre ces mots-là. Merci. Merci, on est mutuellement, parce qu'il y a une écoute très très forte. Non, c'est d'une grande intelligence, et puis dans le climat actuel, dans ce que l'on vit au quotidien dans nos bibliothèques, c'est pas le discours qui est tenu actuellement. Et il est bon de trouver des moments comme ça pour réfléchir, pour se poser et pour exposer brillamment comme vous l'avez fait, et d'une façon aussi, moi ça m'a énormément touché, l'intérêt général de ce qu'est la
culture, la littérature, la lecture, et ça nous permet de nous sauver dans tous les sens du terme. De nous sauver, c'est la vie, en fait. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui, moi je pose des questions tout le temps, parce qu'on est convaincu de ce qu'on... Alors vous avez exprimé ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce que l'on croit, d'une façon hyper intelligente. Voilà, on aimerait que tout le monde soit intelligent comme ça. Voilà. Ça facilite la tâche. Oui, on a cœur de créer ce lien social. Oui, ça nous permet de nous connaître, de connaître les autres, de rendre la vie meilleure, d'être ouvert, d'être humaine, etc. Il n'y a pas de doute. Mais pourquoi aujourd'hui il y a une espèce de guerre ou de non-réflexion sur l'importance de la lecture et ou l'importance de la culture, l'importance des bibliothèques qui peut-être pourraient petit à petit disparaître au détriment d'autres choses. Je vais être un petit peu violente, mais il y a moins d'argent partout, tout le monde le sait, on en est très conscient, mais quand même si on dit souvent ça rapporte rien, ça coûte plus cher que ce que ça rapporte. Moi je pense que ça rapporte énormément. Et que si on réfléchissait un peu plus loin, qu'on avait une vision, qu'on était visionnaire, on ne devrait pas avoir ce débat-là. Et on le vit dans nos métiers tous les jours, ça. Et c'est très difficile de communiquer avec des politiques, avec des... Il y a d'autres enjeux, mais moi je pense que c'est un enjeu majeur pour la vie entre nous. Voilà. Donc, pourquoi Bien sûr que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça dépasse le propos de la lecture, de la propos de la lecture? Est-ce qu'on met en concurrence la lecture? C'est même pas la peine de mettre en concurrence la lecture, le numérique, etc. Vous avez dit c'est une suite logique. Une suite logique, c'est normal, on est dans une société économique, mais la lecture va disparaître. En tout cas, elle ne va pas disparaître parce que tout le monde vit maintenant. Nathalie va dire certainement des choses qui vont vous passionner. Un peu passionné peut-être. Et qui sont une sorte d'alternative à la forme codex du livre. Le texte, on lit beaucoup. Donc, la lecture ne va pas disparaître. Après, le lien avec la médiathèque, il y a des gens qui disent pourquoi bon, la médiathèque, puisque maintenant on a notre médiathèque dans notre poche. Oui. Beaucoup de bibliothécaires qui pourront dire, oui, mais je l'ai dit de manière succincte, la possibilité de guider, bon sens du terme, donc la personne vers des voies, tant il est vrai que la masse d'informations est devenue incommensurable. Il y a encore 2 siècles, avoir une bibliothèque de livres, grande bibliothèque, c'était quasiment moins de 200 livres. Et dans toutes nos bibliothèques personnelles, j'entends. Enfin, maintenant, beaucoup de gens qui aiment la lecture ont des bibliothèques personnelles avec quelques milliers de livres. Quelques milliers de livres. Donc, les choses peuvent se penser de la manière suivante, me semble-t-il. D'abord, le lieu, donc, devenu polymorphe, mais un lieu aussi avec des bibliothécaires. Parce qu'on pourrait imaginer la médiathèque sans bibliothécaires. Il y a des médiathèques très, très développées, notamment dans le nord de l'Europe, un certain nombre de pays, où finalement on a l'impression que les lecteurs circulent dans la médiathèque, se sont tellement appropriés la médiathèque qu'on ne voit plus trop les bibliothécaires. En fait, ils sont là. Mais il y a une sorte de rotation assez forte, comme ça. Ils sont là, les bibliothécaires, ils sont là d'une manière extrêmement discrète. Donc, le fait de rentrer dans une médiathèque et de moins voir de personnel ne correspond pas non plus à la réalité. Et ce travail d'accompagnement qui est fait par les bibliothécaires, en fonction de chaque personne, ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle veut,
ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle veut. Mais on pense, en traçant comme ça des perspectives, qu'elle sera intéressée à savoir qu'il existe ceci ou cela, en termes de documentaire, mais aussi en termes de fiction, éventuellement. Ça, c'est un travail extrêmement discret, qui n'apparaît pas souvent, qui n'est pas visible, qui n'est pas spectaculaire, et qui pourtant est tout à fait essentiel, et même plutôt essentiel parce que pas spectaculaire. Alors le problème qui se passe, qui est d'argent ou pas d'argent, c'est que, à mon sens, il y a plusieurs axes possibles d'envisager la chose. C'est-à-dire que ce qui n'est plus visible n'existe pas dans notre civilisation. Ce qui n'est pas consommable n'existe pas.